L'air à Aspen, Colorado était froid clair et portait l'odeur des aiguilles de pin et de la richesse. C'était une altitude qui promettait la clarté à l'âme, tout en mettant les poumons à rude épreuve. Pourtant, dans la villa Ethereum de Victor Sterling, une construction monolithique de verre d'acier et d'ardoise locale, régnait un silence artificiel, plus épais que la neige de décembre. Victor Sterling, la cinquantaine, était un titan de l'industrie technologique dont l'empire s'étendait de la Silicon Valley à Shanghai. Il vivait dans un décalage horaire constant, non pas géographique mais émotionnel. Sa vie était une opération fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où l'efficacité était la monnaie suprême et la chaleur humaine, une simple perte thermique, inutile. La propriété, une forteresse d'isolement, était dirigée par Mme Hildebrandt, une femme dans la fin de la soixantaine, dont la posture était aussi rigide que l'amidon de ses tabliers blancs. Hildebrandt gérait la maison avec une précision prussienne et une froideur qui reflétait parfaitement le vide intérieur de Victor. Elle ne tolérait aucun écart, aucun désordre, et surtout aucune faiblesse humaine. Dans l'ombre de cet ordre immaculé évoluait Elara, une fillette de 8 ans menue, avec des cheveux de la couleur du cuivre délavé et des yeux qui en avaient torpu. Elara était la petite fille de Hildebrandt, mais leur relation était marquée par une distance pire qu'une séparation physique. Elara ne vivait pas officiellement dans la villa, mais sa mère Anna, la fille de Hildebrandt, avait subi un grave revers de santé quelques mois auparavant. Anna, artiste indépendante à Denver, avait été forcée par les frais médicaux à vivre secrètement chez sa mère, dans le petit appartement sans ornement au-dessus du garage. Un tabou absolu, car Hildebrandt avait strictement interdit à tout employé d'amener des membres de sa famille. Pour Elara, la villa était un labyrinthe de couloirs froids et de portes interdites. Son plus grand problème était la faim, une compagne tenace et omniprésente qui s'était intensifiée ces dernières semaines, les factures médicales d'Anna, engloutissant chaque centime disponible. Elle savait que sa mère mangeait à peine pour s'assurer qu'Elara était au moins le minimum. Ce soir-là, c'était le soir du départ de Victor pour Zurich. La zone la plus critique de la maison était la zone d'approvisionnement de vol, une cuisine climatisée spéciale où le chef et ses assistants préparaient les repas gastronomiques pour le jet privé de Victor. C'était une zone de gaspillage maximale car Victor, en raison de ses changements constants d'horaire de vol, ne touchait souvent qu'à 10% des plats préparés. Le reste était soigneusement emballé puis jeté. L'ordre strict de Hildebrandt était clair, rien, absolument rien des restes coûteux ne devait parvenir au personnel car cela saperait la hiérarchie et le sens de la valeur. Et Lara avait attendu sa chance ce soir-là. Sa mère dormait épuisée par une longue journée de tests médicaux. Et Lara se glissa pieds nus sur le sol de marbre poli du couloir du personnel. Elle portait un t-shirt usé mais propre et un jean délavé. Autour de son cou pendait un médaillon discret, une petite reproduction en bronze d'un avion en papier soigneusement façonné. C'était son talisman, un cadeau de sa mère, la seule constante dans sa vie incertaine. L'odeur dans la zone d'approvisionnement de vol était enivrante, un mélange d'huile de truffe, de saumon fumé et de pain fraîchement cuit. Et Lara se pressa contre la surface froide d'une chambre réfrigérée professionnelle. Ses oreilles le guettaient, le clic des serrures, le frottement des équipes de nettoyage. Il était 21h17. Hildebrandt ferait sa dernière ronde d'inspection à 21h30 avant de verrouiller la cuisine. Elle repéra le chariot. C'était le chariot de départ, le conteneur où les plateaux des plats jetés étaient montés placés pour l'inspection finale du chef avant d'être envoyés au compost. Ses yeux scrutèrent les récipients brillants. Là, un petit bol en porcelaine ouvert. À l'intérieur, un morceau de carré d'agneau accompagné d'une petite quantité de purée de panais. C'était peut-être une seule bouchée, mais pour son estomac affamé, c'était un festin. Et Lara rampa prudemment derrière le chariot. Ses petites mains tremblantes de froid saisirent le bol. Elle serra la porcelaine froide contre sa poitrine. Elle devait manger vite, là dans l'obscurité, avant que la lumière ne s'allume. Elle porta la mince à sa bouche, l'avidité l'emportant sur la peur. Mais avant que la première miette ne touche ses lèvres, l'inévitable se produisit. La lumière de la cuisine s'alluma, avec un clic sec, et Lara se figea. Le bol en porcelaine glissa de ses mains et tomba sur le carrelage. Il ne se brisa pas, mais son contenu, le précieux morceau d'agneau et la purée, se répandit sur le sol blanc, immaculé. Un homme se tenait dans l'embrasure, sa silhouette grande et intimidante. Il ne portait pas de costume, mais un peignoir en cachemire coûteux d'un bleu marine profond, contrastant avec l'environnement stérile. Ses cheveux blonds argentés étaient légèrement ébouriffés.
Ses yeux, habituellement vigilants et froids, regardaient seul l'enfant accroupi avec un mélange de confusion et d'irritation. C'était Victor Sterling. Il n'était pas parti comme prévu à 20h00. Un appel critique à la bourse avait retardé son départ. Il se dirigeait vers son complexe d'études pour prendre l'appel et avait spontanément décidé de prendre un verre d'eau pétillante. « Qu'est-ce que... » commença Victor, sa voix grave et rauque d'un surmenage constant. « Que faites-vous ici ?» Et Lara était paralysée. Sa seule réaction fut de se jeter au sol et de tenter désespérément avec ses mains de ramasser le morceau d'agneau et l'apurer les restes du plateau de son jet. « Pardon », murmura-t-elle les mots, à peine audibles chargés de larmes. Ça allait être jeté. Je ne voulais pas voler. S'il vous plaît, ne renvoyez pas maman. S'il vous plaît. Victor baissa les yeux sur le petit être tremblant qui grattait ses précieux restes sur le sol. Il avait conclu des contrats de plusieurs milliards de dollars, témoigné devant le Sénat, repoussé des OPA hostiles. Mais il n'avait jamais vu un enfant dans sa maison, à 50 millions de dollars, supplier pour un morceau d'agneau froid. « Arrêtez, dit Victor, sa voix plus douce, mais toujours autoritaire. Levez-vous. » Et Lara n'obéit pas immédiatement. « Je vais nettoyer, monsieur. Je vais nettoyer. Je ne dirai rien à madame Hildebrandt. S'il vous plaît. »« Qui êtes-vous » demanda Victor les sourcils froncés. Et Lara murmura-t-elle, se levant et se pressant contre le chariot, en acier froid. Et Lara Miller. Miller. Victor ne connaissait pas ce nom. « Comment connaissez-vous madame Hildebrandt ? Elle est ma grand-mère » avoua Elara les yeux écarquillés de peur. « Ma maman est malade. On vit dans le garage. » Victor était déconcerté. Hildebrandt, la gardienne de la perfection qui avait si strictement imposé les règles sur la présence des familles, cachait sa propre petite-fille dans le logement du personnel, et l'enfant volait de la nourriture. À cet instant, avant que Victor ne puisse réagir, un bruit redouté retentit le claquement sec de chaussures en cuir sur le marbre. Dame Hildebrandt se tenait dans l'embrasure. Elle portait son impeccable costume noir. Ses yeux gris fixèrent sur la scène et son teint passa d'une pâleur mortelle à un rouge tacheté de colère. « Monsieur Sterling » s'écria. Hildebrandt sa voix, un chuchotement sifflant et tranchant. « Je suis profondément désolé que vous ayez à voir cela. » Son regard se posa sur Elara. « Toi, petite ingrate, répugnante. » Elle fit un pas vers l'enfant. « Je savais que ça disparaissait. Je savais que tu étais un parasite, tout comme ta mère. Volez dans cette maison. Je vais vous jeter dehors toutes les deux ce soir. J'appelle la police pour violation de domicile, et vol, et Lara s'effondra, enfouissant son visage dans ses mains tremblantes. Anna serait renvoyée. Elle perdrait leur appartement à Denver. Les médicaments cesseraient. Madame Hildebrandt, assez. Victor Sterling s'interposa entre la gouvernante et l'enfant. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une autorité que Hildebrandt n'avait jamais entendue de lui en 15 ans de service. « Monsieur, cet enfant est une voleuse. Une intruse. Les règles stipulent que... » Hildebrandt haleta. « Les règles peuvent attendre, » dit Victor. « Voici ce qui s'est passé. J'ai moi-même fait venir cet enfant ici. Il me semblait que l'agneau était de trop vu que le vol allait été retardé. Je lui ai demandé de s'en débarrasser. Elle a visiblement eu peur quand j'ai allumé la lumière. C'était un mensonge audacieux, invraisemblable. Mais c'était son mensonge. » Hildebrandt le fixa les yeux plissés de confusion et d'indignation. « Mais monsieur, c'est... » « Je sais ce que c'est, madame Hildebrandt, » interrompit Victor, sa voix désormais glaciale. « Il est 21h20. Votre journée de travail est terminée. Retournez à votre appartement. Je m'occupe du nettoyage, et vous ne crierez plus jamais sur cet enfant ou sa mère. » Compris, Hildebrandt était vaincu. L'autorité de Victor Sterling, l'homme qui contrôlait le monde, était absolue. Elle s'inclina avec raideur. « Oui, monsieur. Mais j'insiste pour que nous en parlions demain matin. »« Nous le ferons, » dit Victor. « Bonne nuit. » Quand Hildebrandt s'éloigna d'un pas raide, le silence revint. Victor prit une profonde inspiration. Il regarda le petit morceau d'agneau sur le sol, puis Elara toujours tremblante contre le chariot de service. Il se dirigea vers l'évier, prit un chiffon propre et l'humidifia. Puis sans un mot, Victor Sterling le milliardaire s'agenouilla dans son peignoir, en cachemire sur le sol de marbre, à côté des restes renversés. « Venez, dit-il doucement à la fillette, qui le regardait avec des yeux incrédules. « Aidez-moi à nettoyer ça. Et ensuite vous me direz pourquoi vous avez si faim. » Et Lara s'agenouilla.
Ensemble, l'homme le plus riche du Colorado et la fillette la plus affamée de la maison commencèrent à essuyer les restes du repas gastronomique rejeté de Victor Sterling sur le sol. C'était un moment bizarre, intime, dans la splendeur stérile de sa cuisine. Alors qu'Elara essuyait le dernier morceau de purée, Victor remarqua quelque chose qui avait été caché par la saleté. C'était un petit accessoire, presque invisible, suspendu au cou frêle d'Elara. C'était le pendentif en forme d'avion, en papier plié en bronze. Victor Sterling se figea. Il connaissait cet objet. Il le connaissait trop bien. Le souvenir le frappa comme un coup physique. C'était exactement le même design que le petit avion en plastique que sa fille Clara tenait dans sa main lorsqu'elle est morte dans un accident 10 ans auparavant. Il n'avait pas vu ce motif depuis une décennie. Son cœur, qu'il croyait scellé dans une muraille impénétrable de travail et d'indifférence, se mit à battre avec un rythme douloureux et inhabituel. D'où Victor sentit sa gorge se dessécher. Il désigna le pendentif. D'où vient-il? Elara tressaillit et couvrit l'avion précipitamment avec sa main. C'est à moi, monsieur. Juste mon porte-bonheur. Une étincelle de douleur oubliée s'était allumée en Victor. Il savait que ce n'était pas seulement une question de nourriture. C'était une invitation à un passé qu'il avait désespérément évité. Il devait découvrir la vérité derrière la faim et l'avion en papier. « Venez avec moi », dit Victor se levant, en ignorant le craquement douloureux de ses genoux. Il ne la conduisit pas dans la zone du personnel, mais dans un petit coin confortable de la cuisine principale, où seul le chef prenait parfois des notes. « Asseyez-vous », ordonna-t-il. Il ouvrit l'immense réfrigérateur à porte vitrée, dont le contenu valait plus que le loyer de l'ancien appartement d'Elara. Il prit un bol préparé spécialement pour lui, une soupe à l'oignon française pas encore servie. Il plaça le bol dans l'un des micro-ondes industriels et appuya sur les boutons. Une minute plus tard, la soupe fumante odorante de fromage et d'oignons chauds était devant Elara. « Mangez, dit Victor, tout. Et ensuite vous me direz tout sur cet avion et pourquoi votre mère était malade. » Elara regarda Victor, puis la soupe. La chaleur de la vapeur était accablante. Avec des mains tremblantes, elle prit la cuillère. La peur était toujours là, mais l'odeur de la soupe était plus forte. Elle prit une cuillerée. C'était le plat le plus chaud, le plus riche et le meilleur qu'elle s'ait jamais goûté. Elle mangea avec une hâte silencieuse et désespérée qui troubla Victor. Il s'assit en face d'elle. L'agneau froid était oublié. Il ne restait plus que lui et le souvenir douloureux évoqué par le petit avion en bronze. La chasse à l'avion en papier avait commencé, et Victor Sterling, l'homme qui croyait tout contrôler dans sa vie, réalisa qu'il venait d'être entraîné dans une histoire dont il ignorait la fin. Le silence de la villa attendait la réponse que seule cette petite fille affamée pouvait donner. Elara mangea la soupe à l'oignon rapidement, mais avec discipline. C'était le premier repas chaud qu'elle prenait depuis des jours, et la texture riche et crémeuse du bouillon mêlé de gruyère, fondu comblait le vide de son estomac. Victor Sterling l'observait avec une intensité qu'il réservait habituellement à ses analystes financiers. La vitesse à laquelle l'enfant mangeait était un cri d'aide retentissant dans le silence de sa cuisine de luxe. Lorsqu'elle posa délicatement la cuillère à côté du bol vide, elle s'essuya la bouche avec le dos de la main et le regarda. Ses yeux étaient plus clairs mais toujours marqués par une peur profondément enracinée. Mieux, demanda Victor, sa voix, ni amicale ni hostile, purement factuelle. Oui, monsieur. Merci beaucoup, murmura Elara. Bien. Maintenant parlons, dit Victor. Il se pencha sur la petite table en bois, normalement réservée aux pauses, déjeuner du personnel. L'avion. Montrez-le-moi. Elara hésita. Elle tripota la fine chaîne autour de son cou. C'est juste un vieux pendentif, monsieur. Il n'a pas beaucoup de valeur. Il en a pour moi, répondit Victor d'un ton sec. La tension dans son corps trahissait l'importance de cette affaire. Montrez-le-moi, maintenant. Lentement, comme si elle révélait un secret sacré, Elara sortit la chaîne de sous son t-shirt. Le pendentif en bronze façonné comme un avion en papier soigneusement plié reposait dans sa petite main. Il était vieux, usé, les bords lissées par des années de port. Victor prit le pendentif avec précaution. Il sentit le métal froid et lisse. La forme était parfaite, une réplique miniature exacte du jouet que sa fille Clara aimait tant. Clara adorait les avions en papier. Elle croyait toujours qu'elle pourrait voler si le vent était assez fort. 10 ans s'étaient écoulés. Une journée ordinaire sur les pistes de ski à Weil, un skieur imprudent, et puis... le silence.
Depuis, Victor avait enfermé chaque pensée de sa fille et de sa femme de son passé dans une chambre hermétiquement scellée de sa mémoire. Il avait transformé Sterling Technologies en un colosse de 100 milliards de dollars pour combler ce vide. Mais ce petit avion en métal rouvrit la chambre avec une force brutale. « Qui vous l'a donné » demanda Victor, sa voix se brisant légèrement. Ma maman dit « Elara ». Elle l'a toujours porté. Mais quand elle est tombée malade, elle me l'a donné. Elle a dit que si j'avais peur ou faim, je devais le tenir, et me rappeler que tout ce qui vole doit atterrir mais que le courage reste dans l'air. Victor ferma les yeux un instant. Votre mère, Anna Miller, d'où le tient-elle? Elle l'a fait elle-même, dit Elara avec fierté. Elle est artiste, monsieur. Ou elle l'était, elle fabrique de petites sculptures et des bijoux en métal. Un homme l'a engagée il y a longtemps pour en faire beaucoup pour une cérémonie commémorative. Il lui en a donné un et a dit que c'était son âme qu'elle y avait mise. Victor se souvenait vaguement. Il y a des années, il avait fait un don important à une fondation à Denver qui fabriquait des objets commémoratifs pour les accidents d'enfants. C'était son seul geste de deuil. Sa femme portait un de ses avions. Quand elle l'a quitté, elle l'a emporté. « Votre mère est artiste », répéta Victor. « Et elle vit dans mon garage, volant des restes pour que vous surviviez. » La colère, qui montait en lui, n'était pas dirigée contre Elara, mais contre l'injustice du système qu'il avait lui-même contribué à créer. Un monde où des milliards existaient en abondance, pendant qu'un enfant mourait de faim. « Parlez-moi de votre mère. » Toute la vérité. Victor rendit l'avion à Elara. Elara prit une profonde inspiration et raconta. Ses mots étaient doux mais précis. « Maman a un cœur malade, monsieur. Il y a environ 6 mois, c'est devenu grave. Elle a eu une infection, et maintenant, ça ne fonctionne plus correctement. Elle peut à peine travailler. On a déménagé de Denver ici pour qu'elle puisse être avec grand-mère Hildebrandt pour qu'elle ait un peu de repos. Mais grand-mère elle est en colère parce que maman ne gagne pas d'argent. Elle ne nous laisse pas entrer dans la villa. On doit rester dans l'appartement au-dessus du garage, et maman doit faire semblant de nettoyer comme personnel supplémentaire pour que grand-mère ne nous jette pas dehors. » Et Lara serra les mains. Le docteur a dit que maman a besoin d'une opération. Au cœur. Une grosse. Il a dit que ça coûtait plus que... Et Lara chercha une comparaison. Plus que les voitures dans votre garage, monsieur. Ils envoient des lettres rouges. Avec des menaces. Si on ne paye pas la compte, elle sera retirée de la liste d'attente. Les mots, lettres rouges et retirées de la liste d'attente, frappèrent Victor. Un homme dont toute la vie était construite sur le contournement des listes d'attente. Lui, qui faisait venir un médecin privé pour chaque petit malaise, savait que le système de santé était une condamnation à mort pour des gens comme Anna Miller. Les factures médicales demanda « Victor, c'est pour ça que vous cherchez de la nourriture ici. » Et Lara hocha la tête, des larmes s'accumulant dans ses yeux. « Maman m'a dit de ne le dire à personne. Elle ne mange que de l'eau avec des flocons d'avoine pour qu'on puisse garder de l'argent pour les comprimés les moins chers. Elle dit que j'ai besoin des vitamines. Aujourd'hui, je lui ai dit que j'avais déjà mangé à l'école, mais c'était un mensonge. Je voulais juste qu'elle mange le dernier morceau de pain. Et puis je suis venu ici. Je pensais que si la nourriture allait être jetée, ce n'était pas du vol. » Victor Sterling se renversa en arrière et fixa le vide. Il ne voyait pas les surfaces en acier inoxydable de sa cuisine, mais une piste de ski à Vail, le visage rayonnant de sa fille, et le petit avion en papier. L'histoire d'Elara était un miroir de son propre passé, une mère qui luttait, un enfant qui portait la détresse des adultes, un problème de cœur. Celui de sa femme décédée était brisé, celui d'Anna était malade. Il réalisa qu'il avait accepté aveuglément l'efficacité froide de Hildebrandt pendant des années. Elle lui avait offert une façade immaculée, mais sous cette surface, elle avait maintenu sa propre petite fille et sa fille malades dans le désespoir pour satisfaire les règles d'isolement et de contrôle de Victor. Et peut-être comprit-il, Hildebrandt avait-elle délibérément utilisé la situation pour maintenir son pouvoir sur Anna. « Votre grand-mère dit, Victor, sa voix désormais dure comme du granit. Savait-elle pour votre mère et sa maladie? Oui, monsieur, dit Elara doucement. Mais grand-mère dit que c'est la faute de maman. Elle dit qu'elle devrait aller voir un docteur pour pauvres. Et elle déteste quand maman s'est malade, parce qu'elle a peur que vous le découvriez. » Victor se leva. Il mesurait 1,90 mètres et emplissait la pièce de sa présence. Il était craint dans le monde des affaires, non pas pour sa colère,
mais pour sa logique implacable et sa capacité à prendre des décisions éclairs, en un instant changeant la vie de milliers de personnes. Et Lara, dit-il, je dois passer un appel maintenant, mais d'abord. Il se dirigea vers le réfrigérateur et en sortit un grand carton de yaourt alpin coûteux, un paquet de baies fraîches et une miche de pain rustique. Il posa le tout sur la table. C'est pour votre mère. Prenez ça. Apportez-le lui immédiatement et dites-lui de manger. Dites-lui que M. Sterling le lui a personnellement envoyé. Et Lara fixa les aliments. C'était une fortune à ses yeux. Je peux vraiment. Prenez-les, ordonna Victor. Et une dernière chose. Si votre grand-mère vous demande ce qui s'est passé, dites-lui que je vous ai appelé pour parler de votre mère. Rien de plus. Allez-y maintenant. Et Lara hocha la tête. Elle prit le pain et le yaourt dans ses bras, ses yeux remplis de larmes de gratitude, non de peur. Elle courut aussi vite et silencieusement que ses petites jambes le pouvaient hors de la cuisine. Dès qu'elle fut partie, Victor se rendit à son téléphone sécurisé, privé dans son bureau. Il composa le numéro de M. Dubois, son avocate principale à New York, un homme habitué à résoudre des problèmes insolubles au milieu de la nuit. Dubois dit « Victor, sans préambule, je suis à Aspen. J'ai besoin d'une action immédiate. Il s'agit d'une urgence médicale dans le Colorado. Une jeune femme nommée Anna Miller. Elle a besoin d'une opération cardiaque urgente. Je veux tout savoir, quel hôpital, quel médecin, combien ça coûte, et quand est le prochain créneau opératoire possible. » Dubois, à l'autre bout de la ligne, semblait ensommeillé mais obéissant. « Monsieur, il est 2 heures du matin à New York. Je sais, Dubois. »« Écoutez-moi, attentivement. » Interrompit Victor, sa voix tranchante et inflexible. « Vous appelez Colorado Springs maintenant. Vous parlez à l'administration de l'hôpital. Vous leur dites que Victor Sterling couvre personnellement tous les frais. Tous. Et s'ils ne mettent pas Anna Miller sur la table d'opération dans les 24 heures, je les poursuivrai pour non-assistance avec une plainte si massive qu'ils auront des dettes jusqu'au siècle prochain. » Compris. Il y eut un bref silence tendu. Compris, monsieur, dit Dubois d'une voix ferme. Je vais mobiliser mes meilleurs éléments. Le paiement partira ce matin. Je vous rappelle dans 1 heure. Victor raccrocha. Il resta un moment dans le bureau. Sa colère s'était dissipée, remplacée par une sensation étrange, presque douloureuse. C'était le sentiment de ressentir à nouveau, après des années de mort émotionnelle. Il savait que la partie la plus difficile restait à venir Madame Hildebrandt. Il avait sapé son autorité, exposé ses mensonges, et mis fin à son pouvoir sur sa famille. Hildebrandt ne se contenterait pas d'exiger une explication demain. Elle déclarerait la guerre. Victor devait être prêt non seulement à sauver un enfant, mais aussi à éradiquer la corruption au sein de sa propre forteresse immaculée. Il regarda la photo de sa fille Clara, toujours sur son bureau. Pour le petit avion en papier et l'innocence perdue, il se battrait ce soir. Le soleil du matin perça au-dessus des sommets enneigés d'Aspen, projetant de longues ombres acérées sur la villa Ethereum. Mais dans la maison, il n'y avait pas de repos. Dans le bureau de Victor Sterling, une pièce de bois d'acajou sombre et d'art minimaliste, l'air était chargé d'un conflit tacite. Victor était assis à son bureau, fixant l'écran. L'appel de M. Dubois était arrivé 2 heures plus tôt. Anna Miller serait opérée à 14h00 aujourd'hui à Denver par l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques de l'État. La compte était arrivée sur le compte de l'hôpital et les lettres rouges étaient soudainement devenues insignifiantes. L'efficacité de la richesse pouvait parfois sauver des vies, une prise de conscience qui humiliait Victor. À 8h00 précises, comme une horloge, on frappa à la porte de Victor. Entrée dit, Victor se renversant en arrière et croisant les mains. Madame Hildebrandt entra. Elle n'avait plus l'air de la gouvernante irréprochable, mais d'une femme dont l'autorité avait été ébranlée jusqu'à la moelle. Ses yeux brillaient d'un éclat froid. Elle ignora l'invitation de Victor à s'asseoir et resta debout au milieu de la pièce. Monsieur Sterling, commença Hildebrandt, sa voix calme et contrôlée mais vibrante d'une tension sous-jacente. J'exige une explication immédiate. Votre directive d'hier soir était intenable et a sapé ma position devant tout le personnel. Ce matin, j'ai constaté que le réfrigérateur des provisions personnelles avait été attaqué et j'exige de savoir ce qu'il adviendra de la famille Miller. Victor la regarda calmement. « Asseyez-vous, Madame Hildebrandt. Ce sera une longue conversation. »« Je préfère rester debout, monsieur, rétorqua-t-elle. »« Bien. »« Alors, écoutez debout, » dit Victor, sa voix prenant le ton unmistakable qu'il utilisait lors des OPA hostiles. « Hier soir, j'ai surpris votre petite fille, Lara Miller,
essayant désespérément de voler des restes de nourriture. Elle avait faim. Les lèvres de Hildebrandt se pincèrent. Cela ne fait que prouver sa disposition, monsieur. Je vous avais prévenu. Je vais la renvoyer, elle et sa mère, ce matin. Non, dit Victor. Vous ne le ferez pas. Hier soir, j'ai appris qu'Anna Miller souffre d'une grave maladie cardiaque nécessitant une opération urgente et coûteuse. J'ai appris que vous, Madame Hildebrandt, étiez au courant de cette maladie, mais que vous avez forcé votre fille et votre petite-fille à vivre dans le logement du personnel pour protéger votre propre poste, tout en les empêchant de chercher de l'aide. Vous avez laissé un enfant avoir faim dans ma maison pour maintenir vos règles d'ordre. Hildebrandt devint blême. C'est une accusation injuste. Monsieur Anna Miller est irresponsable. Elle savait que le personnel n'avait pas le droit d'amener des membres de la famille. Mon devoir était de respecter vos souhaits. Votre devoir est de faire preuve d'humanité, répondit Victor d'un ton sec. Un devoir que vous avez gravement négligé. Contrairement à votre fille, savez-vous ce que fait votre fille pour vivre? Elle est artiste. Elle fabrique de petits objets d'art. L'un de ces objets, un petit avion en papier, a une signification personnelle pour moi. Victor se leva et contourna le bureau. Il se planta directement devant Hildebrandt. Anna Miller n'était pas irresponsable. Elle était désespérée. Elle se bat. Et hier soir, j'ai décidé que ce combat est désormais le mien. J'ai organisé l'opération d'Anna Miller pour aujourd'hui. Tous les frais seront pris en charge par ma fondation personnelle. Elle et Elara sont déjà en route pour Denver. Hildebrandt laissa échapper un son incrédule. Vous payez pour cela? C'est une somme énorme, monsieur Sterling. C'est de la charité. Nous sommes un ménage, pas une organisation caritative. Je suis le propriétaire de cette maison. Madame Hildebrandt et mes décisions ne sont pas négociables, dit Victor. Et voici la partie désagréable, votre autorité dans ce ménage est terminée. Vous avez perdu la confiance. Pas à cause d'un vol, car il n'y en avait pas, mais à cause de votre négligence délibérée et de votre manque d'empathie dans une maison qui devrait être fondée sur l'efficacité, pas sur la cruauté. Vous avez exploité la situation pour tourmenter votre propre fille. Hildebrandt tremblait de tout son corps. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Après toutes ces années de loyauté, j'ai dirigé cette maison à la perfection. La perfection sans âme est vide, dit Victor. Vous ne serez pas renvoyée, Madame Hildebrandt. Ce serait trop simple. Vous êtes mise à la retraite, avec effet immédiat. Vous recevrez une indemnité substantielle en reconnaissance de votre loyauté au fil des années. Mais vous devez quitter la propriété immédiatement. Mon pilote vous conduira à un lieu de votre choix aux États-Unis. Je ne tolérerai aucune discussion. Hildebrandt, dont toute la vie avait été définie par la structure de cette maison, s'effondra intérieurement. Elle tenta une dernière fois de sauver sa dignité. Et que se passera-t-il, monsieur, si Anna Miller veut revenir travailler après sa convalescence? Victor sourit, mais c'était un sourire froid et calculateur. Anna Miller ne reviendra pas se travailler ici. Elle a obtenu un nouvel emploi, mais aujourd'hui. Elle sera la conservatrice de ma collection d'art privé à Denver, avec un salaire qui lui permettra de subvenir dignement à ses besoins et à ceux de sa fille. Sa tâche sera de rester près du meilleur hôpital et de se rétablir. Et Elara, la voix de Victor, s'adoucit. Elara recevra une bourse de la fondation Sterling pour la meilleure école privée de Denver. Leur souffrance dans ma maison prend fin aujourd'hui. Hildebrandt était vaincue. Son royaume parfaitement contrôlé s'était effondré. Elle hocha la tête avec raideur. « Je comprends, monsieur. Bien. Votre indemnité sera transférée sur votre compte. Rassemblez vos affaires personnelles. Vous avez 1 heure. » Quand Hildebrandt quitta la pièce, Victor sentit un immense poids se lever de ses épaules. Ce n'était pas le poids d'un problème d'affaires, mais celui de sa propre paralysie émotionnelle. Dans l'après-midi du même jour, Victor attendait dans le hangar, alors qu'Anna et Elara étaient conduites dans le SUV noir qui les emmènerait à l'aéroport privé. Anna, toujours pâle, mais avec une lueur d'espoir dans les yeux, était bouleversée par ce que Victor avait fait pour elle. Elara rayonnait. Elle portait ouvertement le pendentif de l'avion en papier. Anna tendit la main à Victor. « Monsieur Sterling, je ne sais pas comment vous remercier. C'est trop. Je travaillerai toute ma vie pour rembourser cela. » « Vous ne me devez rien, » Anna dit Victor. « Votre contribution au monde est déjà payée par la création de la vie d'Elara et de votre art. Considérez cela comme un investissement. Votre tâche est de guérir et de prendre soin d'Elara, et de votre nouveau poste à Denver. » Victor regarda Elara qui s'approcha de lui. Elle tendit sa petite main et lui donna un avion en papier soigneusement plié, fait du papier blanc le plus brillant qu'elle avait pu trouver parmi les affaires d'Anna.
Monsieur dit Elara, c'est pour vous, pour le courage, pour que vous puissiez voler même quand vous avez peur. Victor prit l'avion en papier. Il était léger et fragile. Il le glissa soigneusement dans la poche intérieure de son manteau, en cachemire juste au-dessus de son cœur. Je volerai Elara, dit Victor, et pour la première fois en une décennie, son sourire était sincère. Prenez bien soin de votre mère. Alors que le jet décollait, Victor Sterling resta dans le froid, regardant l'avion s'élever dans le ciel du Colorado. Il avait sauvé une vie, réuni une famille, et sans le savoir guéri sa propre âme. Il avait appris que la véritable force ne résidait pas dans la construction d'un empire, mais dans le choix de l'humanité. L'héritage de Clara l'avion, en papier, avait enfin atterri dans le cœur de Victor. Cette histoire nous enseigne une vérité fondamentale, la richesse et le succès peuvent construire un mur autour de notre cœur, mais la véritable humanité ne connaît pas de barrière de classe. Victor Sterling, qui contrôlait des milliards, a trouvé sa rédemption non pas dans ses chiffres d'affaires, mais dans la fin d'une petite fille, et dans le souvenir de l'innocence perdue de sa propre fille. L'héritage de l'avion, en papier, nous rappelle que nous ne devons jamais être trop occupés pour ignorer la détresse de ceux qui souffrent juste sous notre nez. L'empathie est la monnaie qui enrichit chaque royaume. Si cette histoire sur les secondes chances et le pouvoir de la bonté vous a touché, mettez un pouce en l'air pour nous montrer que l'humanité compte. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui touchent le cœur et incitent à la réflexion. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, afin qu'ils voient de eux aussi qu'un petit acte de gentillesse peut changer la vie de quelqu'un pour toujours. Merci de regarder.